Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMTLCL FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Lors d'une réunion sur le narcotrafic organisée ce 29 janvier à l'Élysée, le président de la République a demandé une mobilisation totale et beaucoup plus massive aux Antilles. Les députés européens ont décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'accord UE-Mercosur. Dans votre rubrique « Votre avis compte », ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Que pensez-vous de Donald Trump ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Des hommes d'acier et d'électronique ». Outre les problèmes de sécheresse intime à la ménopause, les femmes peuvent subir une descente d'organes. C'est ce qu'on appelle un prolapsus. Les muscles du plancher pelvien qui ont pour rôle de maintenir en place l'utérus, la vessie ou encore le rectum s'affaiblissent. La pensée du jour, il est bon d'avoir appris à ses dépens ce qu'on a besoin de savoir. Aujourd'hui, l'air est de bonne qualité. Les premiers signes d'un ralentissement de la demande touristique pour la région caribéenne en début 2026 ont été observés dans les données de réservation, traduisant une tendance à la prudence parmi les voyageurs internationaux. En Martinique, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en décembre 2025 et de 1% sur un an. Nous vous le disions lors d'une réunion sur le narcotrafic organisée ce 29 janvier à l'Élysée, le président de la République Emmanuel Macron a demandé une mobilisation totale et beaucoup plus massive aux Antilles. Le ministre de l'Intérieur estime de son côté que la Martinique et la Guadeloupe sont des pays de rebond des trafics de stupéfiants et qu'un trafic est en train de s'implanter dans ces îles où ont été recensés l'année dernière énormément d'homicides liés au narcotrafic. Laurent Nunez affirme que les moyens humains, d'investigation notamment, sont en train d'y être renforcés et que les moyens techniques sont également augmentés, surtout en ce qui concerne les dispositifs de détection, radars et drones maritimes particulièrement. Le ministre de l'Intérieur rappelle en outre la nécessité d'une coopération régionale renforcée, elle aussi. Il a par ailleurs indiqué que beaucoup d'actions de prévention sont déjà menées et que le président de la République veut qu'on renforce la communication avec des messages chocs. Lutter contre le narcotrafic, c'est aussi en effet éviter qu'il y ait des consommateurs. Laurent Nunez a affirmé enfin que la voie répressive a été significativement musclée ces 10 dernières années, notamment avec la loi de juin 2025. Ce jeudi soir, 3 camions de lutte incendie ont dû être mobilisés sur le parking du Casino Batelière à Schœlcher. Au moins 6 voitures ont été détruites par les flammes. Réunis en plénière le 29 janvier dernier, les élus de l'Assemblée de Martinique ont voté la modification du taux plafond du versement mobilité, inchangé depuis 2016. Il s'agit d'augmenter les recettes qui, en matière de transport public, sont pour l'heure de 60 millions d'euros, inférieurs aux dépenses d'exploitation. Le Sénat a rejeté aujourd'hui le texte budgétaire de l'Assemblée nationale, adopté par 49.3. Le forum technique régional du projet Caribsan 2, dédié à l'assainissement durable dans la Caraïbe, se tiendra chez nous en Martinique du 2 au 5 février prochain. Ce forum réunira l'ensemble des partenaires caribéens du projet avec la présence de délégations venues de Cuba, Sainte-Lucie et de la Dominique. Dans de nombreux territoires de la Caraïbe se posent en effet des problèmes majeurs d'assainissement, absence de raccordement, infrastructures vieillissantes et pression croissante sur les milieux aquatiques. Des difficultés qui impactent directement la qualité de vie des populations et fragilisent les écosystèmes marins et côtiers. Lancé en 2021, le projet Caribsan apporte, avec des solutions fondées sur la nature, une réponse concrète et durable à ces enjeux.
Ainsi, pour traiter les eaux usées, les filtres plantés de végétaux, utilisant notamment l'héliconia, ou oiseau du paradis, constituent une méthode économique et robuste, particulièrement résiliente face aux aléas climatiques comme les cyclones. Il s'agit d'une technique déjà éprouvée en Martinique et en Guadeloupe. Caribsan 2 lance donc sa mise en œuvre opérationnelle qui doit aboutir à une transmission de la technologie pour un budget de près de 7 millions d'euros, permettant, d'ici 2027, l'implantation de 3 stations d'épuration à filtres de végétaux à la Dominique, à Sainte-Lucie et à Cuba. Un programme de recherche partagé sera en outre mené en lien avec le Jardin botanique de la Havane, le Conservatoire botanique de Martinique et des botanistes de Sainte-Lucie et de la Dominique pour tester de nouvelles plantes. Caribsan 2 intègre également des actions de sensibilisation des populations, de formation, d'évaluation des performances, d'intégration paysagère et d'acceptabilité sociale pour garantir l'appropriation locale et la pérennité des installations. Ajoutons que Caribsan 2 bénéficie du soutien financier de l'Agence française de développement et de l'Union européenne via le programme Interreg Caraïbes. À l'approche des élections municipales, de faux sondages circulent sur Internet, ne reposant sur aucune méthodologie fiable, ni sur des instituts agréés. Ils alimentent la confusion dans l'opinion publique. Les électeurs sont donc appelés à être vigilants. Les ménages qui s'acquittent de l'impôt sur le revenu en France représentent un peu moins de la moitié des 41,5 millions de foyers fiscaux. Les autres foyers fiscaux déclarés ne s'acquittent pas de l'impôt sur le revenu parce qu'ils gagnent trop peu. Pour autant, ils sont loin de ne pas payer d'impôts du tout. On paye en effet aussi des impôts en consommant, taxes sur la valeur ajoutée, la fameuse TVA, sur l'énergie, le tabac, etc., ou via la contribution sociale généralisée, la fameuse CSG, prélevée sur les salaires, les pensions de retraite, mais aussi sur les allocations chômage, par exemple. Ce à quoi s'ajoutent les cotisations sociales. Or, si l'on met tout cela bout à bout, on se rend compte que proportionnellement à leurs revenus, les plus pauvres payent beaucoup à cause de la TVA. Cette taxe sur la consommation, payée donc par l'ensemble de la population, rapporte à l'État plus du tiers de ses recettes fiscales brutes. Or, les classes populaires consomment l'essentiel de leurs revenus, alors que les plus riches, eux, épargnent davantage et donc paient relativement moins de TVA. Idem pour la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui constitue l'essentiel du prix du carburant et dont le montant élevé avait d'ailleurs largement été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Il est cependant important de rappeler que tous ces impôts servent, entre autres, à financer des prestations sociales et des services publics qui réduisent fortement les inégalités. Cela permet en effet aux 5% les plus pauvres de percevoir finalement plus que ce qu'ils versent à l'État, tous impôts confondus. Les 5% les plus riches, au contraire, versent bien plus à l'État que ce qu'ils perçoivent sous forme de prestations sociales. Doit-on s'en plaindre et préférer une société du chacun pour soi à l'américaine? Question de point de vue. Donald Trump a signé un décret d'urgence pour placer sous protection sociale les avoirs vénézuéliens, notamment les revenus pétroliers détenus aux États-Unis. Le président américain entend ainsi éviter que ces avoirs vénézuéliens soient saisis par des tribunaux ou des créanciers. Le texte prévoit la création d'un fonds de dépôt au nom de l'État vénézuélien, logé aux États-Unis mais géré par les autorités américaines, dans lequel seront regroupés les comptes et recettes issus de la vente du pétrole vénézuélien et qui ne pourra pas être saisi en cas de contentieux. La Maison-Blanche explique que ce dispositif doit servir les objectifs de politique étrangère des États-Unis. Le décret précise que le fonds devra clairement apparaître comme une propriété souveraine du Venezuela administrée par Washington et non comme un bien américain. Parallèlement, Donald Trump a reçu les dirigeants de grands groupes pétroliers, ExxonMobil, Chevron, pour les convaincre d'investir dans des réserves vénézuéliennes en leur promettant une sécurité totale d'exploitation
tout en indiquant que les États-Unis décideraient quelles compagnies seraient autorisées à opérer, sans véritable rôle pour Caracas. Malgré les immenses réserves prouvées du pays, plus de 3 000 milliards de barils devant l'Arabie saoudite et l'Iran, la production reste faible au Venezuela, autour d'1 million de barils par jour, à cause du sous-investissement, des sanctions américaines et de la difficulté technique et coûteuse de raffiner ce pétrole brut très lourd. Hier, jeudi 29 janvier, le Sénat a donné un avis favorable à une proposition de loi autorisant l'exploitation d'hydrocarbures en Outre-mer, malgré l'opposition du gouvernement, principalement ciblée sur la Guyane et Mayotte. Cette initiative, portée par le sénateur Georges Patient, relance le débat sur l'avenir énergétique et économique des territoires ultramarins. Les règles de tri ont été assouplies sur le territoire. Tous les emballages et papiers, y compris en plastique, peuvent désormais être déposés dans le bac jaune. Une simplification bienvenue dans un territoire où la gestion des déchets est devenue un enjeu majeur. Les députés européens ont décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur l'accord UE-Mercosur. Cette décision révèle un profond clivage entre États membres de l'UE et place la Commission dans une position très délicate. Le Parlement européen a voté de justesse, 334 voix contre 324, pour demander un avis juridique de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'accord commercial UE-Mercosur. Les eurodéputés veulent vérifier que l'accord, découpé en 2 volets, commercial et politique, est doté d'un mécanisme de rééquilibrage permettant aux pays de contester certaines évolutions des règles européennes côté Mercosur est bien conforme au traité. Certains élus considèrent ce mécanisme comme une bombe à retardement menaçant la souveraineté réglementaire et agricole de l'UE. Pour Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne et fervente défenseuse de l'accord, ce vote est un nouveau revers. Une part non négligeable des groupes qui la soutenaient a choisi de voter la saisine. La Commission déplore ce choix, estimant que les inquiétudes soulevées par le Parlement sont infondées et rappelle que dans un contexte de besoin de nouveaux débouchés et de diversification, l'UE doit rester un partenaire commercial fiable. Notons que la Cour de justice pourrait tout de même mettre jusqu'à 2 ans pour rendre son avis. Pendant ce temps, la Commission aurait théoriquement la possibilité de proposer une application provisoire de la partie commerciale de l'accord, comme cela s'est fait pour d'autres traités. Mais cette option serait politiquement explosive. En France, la porte-parole du gouvernement, Maude Brejon, a déjà prévenu qu'un passage en force serait vécu comme un viol démocratique. La Commission se dit donc prête à discuter avec le Conseil et le Parlement avant de décider de la suite. L'Allemagne, menée par le chancelier Friedrich Merz, fait partie des plus ardents défenseurs du Mercosur. Berlin juge la saisine regrettable, réclame une mise en œuvre provisoire rapide et insiste sur l'absence d'alternative si l'Europe veut retrouver de la croissance et peser sur la scène internationale, notamment face à un Donald Trump jugé imprévisible. Ursula von der Leyen a elle aussi averti que l'échec de l'accord affaiblirait fortement les ambitions géopolitiques de l'UE. À l'inverse, des experts comme Elvire Fabry soulignent que la saisine est utilisée par les opposants comme un moyen d'enliser et potentiellement de bloquer définitivement le traité au risque de décourager les partenaires sud-américains après 26 ans de négociations. Si la Cour valide finalement la compatibilité de l'accord avec les traités, il faudra encore qu'une majorité politique se dégage au Parlement pour le ratifier. L'élection des ambassadeurs du carnaval sera le premier temps fort du carnaval 2026 de la ville de Ducos, organisé par l'association Carnaval Ducos en partenariat avec la municipalité. L'événement se tiendra ce dimanche 1er février de 9h à 14h à l'ex-cantine centrale. L'entrée est fixée à 5 € à partir de 12 ans.
Demain, samedi 31 janvier, de 8h à 17h, les rues du bourg de Sainte-Luce accueilleront la 3e édition du marché Abili Zouzou et de l'artisanat. Organisé dans le cadre de la fête patronale, ce rendez-vous désormais attendu valorise les confiseries d'antan tout en mettant à l'honneur la créativité et le savoir-faire des artisans locaux. Ce dimanche, le stade Omer-Cromwell à Case-Pilote sera le théâtre de l'élection de la Reine du Nord, un concours prévu de 14h à 18h qui réunira des candidates issues de plusieurs communes en lice pour le titre. La Nocton Flash, organisée par l'association Milanigène et la ville du Vauclin, débutera à 20h. Ce vendredi 30 janvier, 15 groupes à pied animeront les rues du bourg. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Que pensez-vous de Donald Trump ? Que pensez-vous de Donald Trump, le président des États-Unis ? Pour moi, c'est un voyou, malhonnête, un voyou, un voleur. Pour moi, c'est ma conviction. Hein. Je n'ai pas le droit de dire ça, mais je le dis quand même. Rien du tout, c'est mafieux, mais le gars, c'est tout le monde. Il faut les gens pour des quoi. On n'est pas des bœufs, on n'est pas comment. Non, c'est un mec qui ne mérite pas d'être là. Bonjour, pour moi Donald Trump c'est comme un peu un dictateur qui impose ses lois et tout le monde doit suivre. Voilà. Ce que je pense de lui c'est que il a une certaine conception des choses et puis il a son point de vue comme tout autre. Et s'il fait certaines choses c'est qu'il a une bonne raison. Il a une bonne raison, donc on peut pas juger ni critiquer puisqu'on connaît pas la base des données, il faut déjà connaître la base du problème. Ce qu'on montre, c'est une partielle des informations, mais il faut être sur le terrain pour voir exactement ce qui se passe vraiment. Alors, monsieur Donald Trump, je dis bien monsieur parce qu'il se prend pas pour n'importe qui, le roi du monde. Moi, je trouve ça déplorable qu'un seul homme contre tous arrive à une telle manipulation. Alors, je sais pas, il est là, c'est lui qui va signer la fin, je pense. Avec tous ces stratagèmes et autres, c'est quelqu'un qui donne, le désespoir. Il est de bon. Il est là pour le pouvoir, l'argent. Il veut être plus puissant que Dieu, quoi. Voilà. Non, je ne pense pas. Il dit pour l'Amérique, mais tout en sachant que le peuple américain est, il y a diverses nationalités. Et déjà, ça, je vais pas parler de racisme, mais c'est tout à fait ça. Que pensez-vous de Donald Trump, le président des États-Unis ? Donald Trump, c'est quelqu'un qui est très centré sur lui-même et c'est un fou. Malheureusement, il a un poste tellement clé stratégiquement dans le monde que tout le monde en paie les conséquences. Mais pour moi, il n'est pas net. Alors, Donald Trump, il a une façon bien particulière quand même de gouverner son pays. Mais en tout cas, c'est bien ce qu'il a fait pour le Venezuela. Et pour le reste, ça risque d'être compliqué là, ce qui se passe un petit peu avec la France. On espère vraiment qu'il va pas mettre ses menaces à exécution parce que ça va être difficile pour nous économiquement s'il augmente toutes les taxes là, comme il dit. Ah non, mais Donald Trump, c'est un malade. Hein. C'est un malade, mais en même temps, il fait des choses. En fait, c'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire que les gens le prenaient tellement pour un fou. Les gens se sont dit, bon, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Mais finalement, il réalise ce qu'il a dit. On se rend compte que il y a longtemps qu'il a dit ce qu'il est en train de faire. Il y a longtemps qu'il a dit qu'il allait le faire. Sauf qu'on ne l'a pas pris au sérieux. Et voilà. Mais les Américains, je pense que les Américains, en tout cas certains, doivent se mordre les doigts. Parce que notamment il y a des Noirs qui ont voté pour les Espagnols, oui. Et là, ils pensaient pas qu'il allait mettre en œuvre ce qu'il avait dit. Sauf qu'ils sont, voilà. Hein. Mais je sais pas, non, mais
Je sais pas si il dit qu'il est pour la paix, mais en même temps, il fait que des choses qui sont pas bien. Donc, on sait pas trop. On sait pas trop. Donald Trump, pour moi, c'est le président des États-Unis, mais c'est un petit peu, c'est quelqu'un qui est très extravagant et puis c'est le pouvoir de l'argent, quoi. Donc, tout ça va avec, et puis il est un petit peu, je pense qu'il a les fils qui se touchent. Passons maintenant au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Des hommes d'acier et d'électronique ». Nous sommes à la veille de l'évolution technologique la plus considérable, la plus extraordinaire que le monde entier a connue, et personne n'en parle vraiment, personne ne semble s'y préparer. Au contraire, le discours d'aujourd'hui est semblable à celui d'hier et à celui d'avant-hier. Ainsi, c'est tout naturellement qu'on entend parler de chômage, du taux de chômage dans les années qui viennent, comparé à celui d'aujourd'hui ou à celui d'hier. Dans le même temps, on apprend qu'Amazon a licencié 14 000 personnes. Non pas parce qu'elle a des difficultés financières, mais tout simplement parce qu'elle les a remplacées par l'intelligence artificielle. Et tout le monde le sait, c'est l'inévitable évolution de nos sociétés. L'intelligence artificielle va de plus en plus remplacer l'homme. Sans doute avons-nous déjà fait un savoir et réfléchir qui aborde ce thème, mais nous ne nous sommes pas assez demandé pourquoi on ne parle pas de la réduction inéluctable du temps de travail de l'homme et de la femme, secteur par secteur. Sans doute parce que les multinationales qui mènent le monde n'y ont pas intérêt, en tout cas pour l'instant. Mais les hommes et les femmes, dans les années qui viennent, comment vont-elles faire leurs courses pour manger lorsque leur prime de licenciement sera épuisée? Où trouveront-ils à se réembaucher lorsque les places seront occupées par l'intelligence artificielle, par des robots? Ce travailleur infatigable, qui travaille jour et nuit, qui n'est pratiquement jamais malade, qui n'a pas besoin de congé et peut même travailler dans l'obscurité la plus totale. Il y a là un énorme chantier. Déterminer quels secteurs seront impactés par l'intelligence artificielle et dans quelle proportion. Cela permettrait de réorganiser ces secteurs en connexion avec ceux où l'intelligence artificielle sera moins présente, moins nécessaire. On ne peut pas imaginer un monde où dans certains secteurs, on ne travaillerait plus que quelques heures par semaine, grâce à l'intelligence artificielle, et où on gagnerait les mêmes sommes, voire plus que les salariés qui dans d'autres secteurs travailleraient 3 fois plus. La société dans laquelle nous vivons nous a habitués en réalité, nous a formatés à l'acceptation des inégalités, dans les rémunérations comme dans le mode de vie. Mais ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent de l'argent à ne rien faire, tant au sommet qu'à la base de notre société. Et ça fonctionne. L'intelligence artificielle ne ferait qu'accentuer cette réalité-là. Oui, c'est vrai, mais dans des proportions exponentielles difficilement imaginables. On pourrait en arriver à ce que le travail ne soit plus au centre de la vie des hommes, puisqu'on pourrait produire sans travailler. Ça ne peut pas arriver comme ça. C'est trop gros. Il faut s'y préparer. Il faut l'organiser. Et personne ne semble le faire. Jusqu'au jour où l'armée française, faite de chair et d'os, comme est en train de la façonner Emmanuel Macron, se retrouve en face d'une armée faite de soldats en acier bourrés de logiciels. Tandis que dans les restaurants, de magnifiques robots ne vont pas seulement peupler les salles pour servir et prendre les commandes, mais également les cuisines pour cuisiner. Mais c'est pas grave, on verra le moment venu.
Dans notre sujet santé ce soir, il est question d'intérieur et d'huile essentielle. L'air intérieur est encore plus pollué que l'air extérieur en raison de notre mobilier, de notre activité et des multiples produits ménagers que nous utilisons. Pour améliorer la qualité de l'air, la première grande consigne consiste à aérer tous les jours en ouvrant en grand les fenêtres de chaque pièce pendant au moins une dizaine de minutes. En complément, on peut diffuser des huiles essentielles pour assainir. Oui, mais lesquelles et comment? L'huile essentielle de citron et l'huile essentielle d'eucalyptus ont tous deux des propriétés antiseptiques et antivirales. L'huile essentielle de citron est également connue pour renforcer le système immunitaire. Quant à l'huile essentielle d'eucalyptus, elle aide à lutter contre les infections respiratoires et inflammatoires et bien sûr, elle calme la toux. Enfin, ces deux huiles essentielles neutralisent les mauvaises odeurs. Le bois de rose par exemple et le lavandin imbrial sont deux autres huiles essentielles très intéressantes pour assainir l'air, puisqu'elles sont elles aussi dotées de propriétés antiseptiques, antivirales et antibactériennes. Parmi les autres huiles essentielles purifiantes et odorantes, il faut privilégier la lavande, le romarin, le pamplemousse et le pin sylvestre. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui y ont participé. Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttélévision.fr. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end et que Dieu garde la Martinique.